Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve encore avec Era of Tribes aujourd'hui et en fait dans cette vidéo on va faire comme une petite fac qui va être non officielle, je vous préviens. Vous m'avez posé quelques questions, je vais essayer d'y répondre, je vais vous dire pourquoi moi j'interprète les règles comme ça et si éventuellement vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si voilà on peut débattre, bah en fait après je poserai tout simplement la question à Arneux et il tranchera. Cela étant dit, Euh, Era of Tribes, c'est un jeu qui a des règles qui sont posées, qui a des concepts et des intentions qui sont posées, mais il reste quand même assez ouvert à l'interprétation. Donc, vous voyez, c'est pas le genre de jeu où il y a plein de points de règles et il faut à chaque fois vérifier. Voilà. Non, c'est pas du tout prise de tête comme ça, c'est-à-dire que, ok, il y a les règles, ok, il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on veut rester correct. Mais pour autant, toutes les questions que vous vous posez, à part quelques, allez, à part quelques cas précis où vraiment, bah non, il faut peut-être pas non plus trop transiger, mais en fait, juste interprétez-les de façon logique. Et donc vous allez voir qu'en fait, finalement, ça marche hyper bien. Et c'est pareil pour le mode solo avec l'automa. Euh, je ferai une vidéo aussi dessus. C'est en fait c'est assez logique. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de se dire mince là, peut-être que je fais une erreur et rester bloqué là-dessus en fait. Et il y a des jeux comme ça qui permettent cette liberté. Et celui-ci le fait aussi, donc autant en profiter. Maintenant, moi peut-être que là aujourd'hui je vais vous dire, ben voilà, moi ça je le joue comme ça, et peut-être que vous ça va pas vous convenir, et vous allez me dire, bah non, moi je le joue comme ça. Et en fait, il n'y a pas de problème. Et on pourrait même demander à Arneux, savoir si lui c'est l'un ou l'autre, et peu importe en fait. Après, du moment que vous trouvez quelque chose qui vous convienne, qui vous semble équilibré et qui vous plaît dans votre façon de jouer, ben ok, il n'y a pas de problème, hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les questions. Alors, je suis désolé, je connais pas ton prénom, mais tu vois, j'ai imprimé tes 10 questions que tu m'as mis en commentaire parce qu'elles sont pertinentes et en fait, tu avais à chaque fois quasiment la bonne réponse. Enfin, je sais pas, tu avais. En tout cas, je suis assez d'accord avec toi sur tout ce que tu as proposé. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. La question 1, c'était lorsque le défenseur comptabilise sa force, si ce sont des barbares, le jeton village barbare est compté dans le nombre de miliciens, est compté avec le nombre de miliciens du tableau. Question. Exemple, si j'attaque un village barbare au néolithique qui se défend avec deux unités, le jeton barbare et un cube gris. Alors moi j'ai envie de te répondre oui. En tout cas moi c'est comme ça que je le joue. Quand on arrive sur une province barbare, on amène nos unités et ça va déclencher une bataille qu'on résout donc voilà en point je sais plus 1.4 j'en sais rien bref. Et en fait on prend les unités qui sont en fait tous les jetons qui sont sur la province. Voilà. Et le tableau des barbares lui donne un avantage en plus, donc les fameux cubes gris, donc c'est un au néolithique, et puis après ça va augmenter, et puis après ça lui donne une valeur pour déterminer, bon, le moral lui il est toujours à zéro, et la mécanique, évidemment plus on avance dans le temps, plus nous on va être évolué mécaniquement, et plus bah, on peut imaginer que les barbares, qui petit à petit vont se transformer, alors j'allais dire en des terroristes, pas vraiment, parce que là le jeu s'arrête quand même au Moyen-Âge, donc ça va rester quand même des barbares, mais ils seront aussi un peu plus évolués, ils auront des meilleures armes, ils auront des meilleurs moyens de défense. Donc moi je le joue comme ça, je joue effectivement le jeton barbare et une milice. Donc ça fait, on commence le combat, ils ont deux unités en fait, voilà. Et j'ai envie de dire, si vous avez envie de jouer qu'avec une seule milice et ne pas mettre le jeton barbare, bah, peu importe, ça rend le jeu légèrement plus simple pour aller conquérir les provinces barbares, mais peu importe. Mais en tout cas, oui, moi c'est comme ça que je le joue. Question 2, c'était lorsque l'on dépense un cheval pour une bataille. Alors oui, on lance le dé avant de distribuer les marqueurs de bataille. Exemple, il y a deux unités de chaque côté, l'attaquant dépense un cheval et arrive à tuer une unité en faisant une épée sur le dé. L'attaquant obtiendra le marqueur force du coup, car distribué après l'attaque du cheval, donc il n'y a plus d'égalité. Alors c'est une bonne question parce que c'est pas précisé.
mais moi je le joue aussi comme ça. Si on va sur la règle en fait, au moment où il nous parle de la distribution des jetons, je vais essayer de retrouver ça, distribution des marqueurs de bataille, page 19. Je vais vous la mettre devant les yeux. Donc là, en fait, c'est une fois qu'on a, c'est la troisième phase en fait, quand on résout une bataille, le défenseur commence par utiliser ses unités. Donc c'est juste avant, je vous montre. Alors il y aura une vidéo aussi qui sera consacrée aux batailles, donc là je ne vais pas non plus passer 1 heure. Mais le défenseur calcule sa force, donc il met toutes les unités qu'il veut mettre. Suite à ça, l'attaquant calcule sa force, donc il met lui aussi ses unités. Alors pourquoi c'est important l'ordre? Parce qu'en fait, c'est là qu'on décide les armées qu'on va mettre. Et donc l'attaquant, il va décider en fait après le défenseur le nombre d'armées qu'il va mettre. Donc il va pouvoir décider s'il met plus d'armées ou pas. Voilà. Mais par contre, il va savoir si le défenseur il a un cheval ou pas aussi. Donc si le défenseur il a un cheval, peut-être que l'attaquant il aura peut-être intérêt à mettre un peu plus d'armées au cas où il perd une unité. Voilà. Si le défenseur n'a pas de cheval, après l'attaquant lui peut choisir de mettre un cheval ou pas, etc. Donc une fois qu'on a déterminé ça, on distribue les jetons, les marqueurs de bataille. Alors les marqueurs de bataille, alors, si je rappelle en fait le plateau bataille, c'est ça. Donc on a les deux qui sont fixes évidemment, le défenseur il aura toujours le bouclier, l'attaquant il aura toujours l'épée, et il y en a 3 à déterminer. C'est le moral, la mécanique et la force. Donc le moral, bon, ok, la mécanique, ok, et là ça concerne la force pour le cheval. Parce que la force, en fait, il va être distribué à celui qui a le plus d'unités. Donc effectivement, la question se pose de est-ce que je fais mon attaque spéciale avec mon cheval avant ou après? Ben moi, je le fais avant. Parce que, justement, le marqueur de force, il va te donner un avantage. Puisque plus tu as de marqueurs de ton côté, plus tu as d'avantages, plus tu as de chances de voir sortir la phase de dé correspondante. Et donc, si tu penses de façon logique, bah, tu te dis, l'avantage il est à qui? Bah, celui qui, sur le champ de bataille, a le plus d'unités. Donc, on le distribue après. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Et puis en fait, aussi, parce que c'est là qu'on détermine le fer. Le fer, lui, il nous sert qu'à nous rajouter 1 à la mécanique. Donc ça, c'est une différence par rapport à la V1. Hein. La V1, ça nous donnait une unité en plus. Là, ça nous donne 1 de mécanique en plus uniquement, mais plus d'unités. Donc en fait, si le joueur, que ce soit l'attaquant ou le défenseur, a placé le fer, a engagé le fer dans sa bataille, il aura plus 1. Et donc là, on peut distribuer le jeton de mécanique tout de suite. Pareil pour le vin. Le vin, il augmente de plus 5, uniquement pour déterminer le marqueur moral. Et l'ivoire, par contre, elle donne 2 unités. Donc pour moi, en fait, une fois qu'on a mis toutes nos unités, on fait l'attaque spéciale du cheval, puisque il fait qu'une seule fois par combat, avant la première manche. On voit si c'est réussi, et après on distribue. Voilà. Parce qu'en fait, l'inverse, ça serait pas logique. De donner le marqueur de force à quelqu'un qui finalement, après, concrètement sur le champ de bataille, il aurait moins d'unités. Enfin, ou alors il en aurait le même nombre. Voilà. Donc moi, je le joue comme ça, donc ta logique semble la même que la mienne. Ensuite, question 3, tu me demandes si on attaque des barbares, mais que l'on échoue, on recule sur la parade du triomphe. Bah oui, puisque c'est une défaite, c'est une bataille, il y a une défaite, on recule. Et là, c'est pareil, si tu, en termes de logique, comment dire, d'intuition, bah, admettons, ton armée va essayer de déloger les barbares et ils reviennent vaincus. Bon ben, il y a aucune raison de triompher et de parader sur les Champs-Élysées, tu vois ce que je veux dire. Donc tu fais profil bas et au contraire, tu reviens un petit peu la queue entre les jambes. Donc tu recules ton marqueur. Ensuite, question 4.
Lorsque l'on tente de réprimer les jetons agitation. Ok, donc ça c'est après, à la fin en fait de la phase de croissance. Une fois qu'on a résolu les batailles, qu'on ait fait une bataille ou pas d'ailleurs, on peut envoyer notre armée pour réprimer l'agitation dans les provinces. Donc première condition, c'est qu'il faut qu'on ait de l'armée. Par exemple là, si je regarde un plateau, il faut qu'ici on ait des jetons d'armée. Par exemple, lui, il pourrait le faire puisqu'il a une armée et 4 légions romaines. Lui, il ne pourrait pas le faire parce qu'il n'a pas d'armée ici. Je ne pense pas que le jeton cheval compte hein, pour les armées. Il faut qu'il y ait des vassaux. Ça, c'est la première chose. Et donc, effectivement, pour chaque armée, donc on va dire, admettons qu'ici on avait 3 armées, et que j'avais de l'agitation à réprimer dans mes provinces, on va, pour chaque armée que l'on souhaite envoyer réprimer, lancer les 2 dés, donc le rouge et le vert. Ok. Donc ce qui n'est pas précisé dans la règle, c'est que dans la règle ils disent pour chaque armée disponible dans le sens où elle n'a pas participé à une bataille au préalable, donc elle est ici, on lance un dé pour réprimer. Mais on n'est pas obligé de le faire pour tous, évidemment. C'est toi qui choisis. Si tu n'as qu'un seul jeton d'agitation, tu peux dire bah, j'envoie une armée, je lance les dés. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Je renvoie une autre armée. Voilà, tu fais comme tu veux en fait. Hein. Donc, admettons, voilà, j'ai 2 agitations, j'engage une armée pour aller les mater, et donc on lance les dés. Donc si je lance les dés, que j'obtiens par exemple ça, voilà, j'obtiens épée bouclier. Donc je vais aller à la règle, séquence de bataille, donc c'est après, voilà. Donc lorsqu'on a, donc c'est le symbole ici, lorsqu'on a une épée, même si le deuxième dé est un bouclier, on s'en occupe pas, on retire un JA. Ok, donc quand on a une épée, on retire un JA quoi qu'il arrive. Donc là, en fait, on retire un jeton d'agitation. Mais il y a une petite règle en dessous. Si l'épée que l'on obtient est sur le dé vert, on perd en même temps notre armée. Ouais, ils sont défendus un peu plus fort que ce qu'on pensait. Là, ce n'est pas le cas. J'ai une épée rouge. Donc là, je supprime un JA et je garde mon armée. Si je le souhaite, je peux engager une autre armée pour aller mater une autre agitation. Donc je lance le dé. Là, je tombe sur ça, donc il ne se passe rien. Ok. Admettons, j'engage une 3e armée, je lance le dé, j'obtiens encore ça, il ne se passe rien. Donc là, résultat, j'aurais éliminé un jeton d'agitation et je n'aurais perdu aucune armée. Admettons, j'avais eu ça, j'aurais pu éliminer un jeton d'agitation, mais comme c'est un dé vert, je perds mon armée en même temps. Ok. Ensuite, il y a le résultat où, donc là c'est la première phase, c'est comme si on envoyait un peu les CRS, disperser une manifestation, voilà. Donc on la disperse, ça se passe pas trop mal, parfois ça se passe, voilà, il y a un peu plus de résistance et il y a des blessés côté police, ok, ça peut arriver. C'est triste, mais c'est comme ça peut arriver. Là c'est encore plus triste, parce que là on envoie carrément, on n'envoie plus les CRS, on envoie l'armée là carrément. C'est-à-dire que là, on a 2 épées, on rigole pas, on tire dans le tas. Donc on retire 2 jetons d'agitation, mais forcément les manières utilisées ne plaisent pas à la population, donc on baisse le moral. Et forcément, bah oui, comme il y a une épée verte, on perd l'armée en fait en même temps. Donc quoi qu'il arrive, quand on fait ça, on est sûr de perdre l'armée, mais on retire 2 jetons d'agitation. Donc c'est un moyen de retirer des jetons d'agitation. Mais c'est pas sans risque, parce que voilà, ça peut faire baisser le moral, on peut perdre une armée. Perdre une armée, c'est quand même chiant, parce que voilà, ça coûte de l'argent, ça coûte, voilà, donc, mais ça peut aider. Dernier résultat, alors là c'est le plus problématique, si on a 2 boucliers, 2 résistances, là pour le coup, on place un JA supplémentaire. Donc on n'enlève rien, on perd rien, mais par contre... l'agitation se répand et se propage aux provinces adjacentes.
Voilà, donc je pense que ça a répondu à ta question. Oui, donc si on est d'accord que l'on se fait 2 épées, voilà, c'est ça. On retire 2, on perd un moral et on retire une armée puisqu'il y a une épée qui est forcément sur le dévers. Et le petit bouclier, ben en fait, je suis comme toi, je sais pas trop. Moi, je l'ai interprété en me disant que s'il y a une épée, mais que le deuxième dé c'est un bouclier, il n'a pas de valeur en fait. Peu importe le deuxième dé. Alors, il aurait pu ne pas le mettre, ça aurait évité peut-être de se poser des questions. Moi, je l'interprète comme ça. Voilà, je sais, voilà. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Question suivante. Question 4. Question 5. Pour la recherche, la technologie niveau 2 n'aura pas de malus, donc en termes de coût, si on a la technologie précédente dans le sens anti-horaire. Exemple, culture 2 coûtera moins cher si l'on possède navigation 1. Oui. Mais pour la technologie 3, on est d'accord, c'est la technologie précédente dans le sens horaire cette fois-ci. Encore oui. Oui, effectivement. Donc si on va sur la pyramide, l'hexagone, attendez, je ramasse mon micro, désolé. Quand on regarde en fait le tableau, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, de technologie, effectivement, ici on le voit bien. Quand on monte en navigation 2, ça chevauche sur le commerce 1. Donc pour ne pas avoir de surcoût de recherche, il faut connaître ce commerce 1 pour ne pas avoir de surcoût pour navigation 2. Mais effectivement, quand tu montes ici, tu vois qu'ici, en fait, le chevauchement, il est sur celui-là. Donc pour navigation 3, pour ne pas avoir de surcoût, il faut connaître culture 2. Donc effectivement, tu avais raison, ça alterne. Et en haut, pour le 4, effectivement, tu as encore raison, il faut, pour ne pas avoir de surcoût, connaître à la fois celle-ci et celle-ci. Donc commerce 3 et culture 3. Voilà, sinon tu as un malus de 10 pièces supplémentaires. Ok, donc c'est vrai que c'est pas facile à voir. Il a essayé plusieurs designs, mais c'est une mécanique qui est tellement, qui est tellement, je sais pas, c'est imbriqué, c'était difficile de faire plus clair. Mais voilà, donc en fait, ce qui est important, c'est de savoir que à chaque fois qu'on va monter de niveau, à partir du niveau 1, à chaque fois qu'on va monter de niveau, il y a un prérequis pour le coup. Voilà. Après, il suffit de regarder, voilà, vite fait pour savoir si c'est à gauche ou à droite. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc toutes les questions que tu t'es posées, en fait, toutes les suppositions que tu as faites, bah, moi j'ai les mêmes réponses que toi. Donc ça veut dire que finalement c'est plutôt logique. Ensuite, Q6. La variante avec les leaders sur la roue technologique. Je pense qu'il y a un problème de traduction, je suis d'accord avec toi. Il marque après avoir exploré une zone, mais je pense qu'ils veulent dire après être monté sur une branche technologique, vous pouvez poser un leader. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Du coup, j'imagine que le leader que l'on pose doit être disponible au placement. Alors là, par contre, non. Ou s'agit-il du leader que l'on utilise pour cette même recherche? Moi, c'est celui-là que j'utilise. Autre chose, lorsque l'on récupère un leader qui était sur une des branches technologiques, redevient-il disponible tout de suite? Ma réponse est oui. À chaque fois qu'on récupère un leader, que ce soit un leader gris ou ce leader pour la variante technologique, oui, il redevient disponible, donc tu peux le réutiliser tout de suite. Et en fait, ça compense le fait que pendant un ou plusieurs tours, tu avais un leader de moins. Donc effectivement, la traduction qui est restée, en fait, c'est lorsque vous explorez cette zone. Oui, c'est un peu malheureux parce que explorer cette zone. Alors la zone, on comprend que c'est la branche technologique. Explorer cette zone, oui, c'est effectivement, moi c'est comme ça que je l'ai compris aussi. Quand on va faire une recherche, donc par exemple on va monter de agriculture 2 à agriculture 3, le leader que l'on engage, ça c'est mon interprétation, hein, que l'on met ici, bah, on peut décider de le mettre là-bas. Donc en fait on fait notre recherche, donc c'est une recherche par leader, moins une pièce par ville que l'on possède.
Voilà. Et ensuite, bah, ces leaders, si on a un ou plusieurs, on peut les mettre après sur le socle, ici on va dire, sur le socle de la branche que l'on vient de rechercher, pour avoir son bonus. Donc là par exemple, si j'étais passé de agriculture 2 à agriculture 3, je gagne 2 nourritures supplémentaires, et en mettant mon leader ici, j'en fais finalement un chercheur, on a son bonus. Alors le bonus d'agriculture, je me souviens plus ce que c'est. Je vais chercher dans la règle. Alors je vous rappelle que c'est une variante, hein, vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça, mais ça apporte une petite stratégie supplémentaire. Alors l'agriculture, c'est que on reçoit 3 nourritures. Voilà, en plus du bonus. Donc là, on gagnerait 5 nourritures. Tant qu'il est là, on a ces 3 nourritures supplémentaires. Le jour où je refais une recherche, on nous dit vous pouvez les récupérer après chaque nouvelle avancée. Donc là, on est d'accord que on peut le récupérer même si on ne recherche pas l'agriculture. Hein. Si à ma prochaine recherche, je fais du commerce, je peux quand même récupérer ça. Je perdrai les 3 de nourriture, donc il faut que je les rende. Donc il faut que je les ai pour ne pas avoir de famine, il faut que je les rende. Mais on n'est pas obligé de retourner dans l'agriculture pour récupérer ce leader. En fait, on les récupère. À chaque fois qu'on fait l'action technologie, enfin l'action progrès, on peut placer le leader que l'on engage ici, et on peut en récupérer un autre qu'on avait déjà, en gagnant et en restituant les bonus. Voilà, moi c'est comme ça que je le comprends. En ce qui concerne la traduction maladroite, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que c'était pas évident à traduire parce que, en fait, c'est une mécanique qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi en tout cas, c'était un truc nouveau. Et la version anglaise qu'on m'avait donnée, j'avais eu du mal à comprendre ce que c'était. Alors, je me souvenais plus, alors, je me souviens pas du tout la traduction que j'avais proposée pour cet encadré. Mais je ne sais pas. Et comme je ne savais pas exactement comment ça marchait, parce que je trouvais que c'était déjà pas très clair en anglais, je vous ai un peu expliqué, hein, ce qui était compliqué, c'est qu'on traduisait par rapport à une version anglaise qui était déjà une traduction d'une version allemande. Et donc du coup, la version anglaise, c'était pas de l'anglais, on va dire, naturel et maternel. L'auteur étant allemand, voilà, il aurait fallu que je sois bilingue. Alors, d'ailleurs, il a rigolé parce que à un moment, je lui ai demandé qu'il me transmette la règle allemande. Et la plupart du temps, je partais de la règle allemande pour traduire, tellement elle était plus fidèle et plus compréhensible que la règle anglaise. Bon, moi, j'ai fait allemand deuxième langue hein, quand j'étais au lycée, donc j'ai encore des restes. Mais en m'aidant de l'IA, ça m'a permis, ou même d'un Google Trad, enfin l'IA ça marche mieux quand même que Google Trad, ça m'a permis de confirmer ou d'infirmer certaines choses et de lui poser des questions. Voilà, donc moi j'ai plus travaillé à partir de la règle allemande que de la règle anglaise, parce que je trouvais que les tournures de phrases en anglais c'était pas clair, et donc du coup ça pouvait faire un peu du téléphone arabe, vous voyez, c'est une petite déformation en anglais, plus une petite déformation en français, parce que voilà, et ça donne après un truc incohérent. Et là, c'est peut-être ce qui s'est passé en fait. C'est peut-être pas ma proposition qui a été retenue, ou c'est peut-être aucune proposition qui a été retenue. Ça, je peux pas te le dire. Malgré tout, voilà, bon, ça reste compréhensible. Il n'y a pas voilà, c'est pas non plus. Mais t'as raison, c'est pas très clair. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je joue cette variante et je la trouve plutôt intéressante. Ensuite, question 7. Les Slaves commencent avec plus de nourriture. Alors oui, c'est une de leurs capacités spéciales. Mais elles ne sont pas présentes sur le plateau dans leur province d'origine, effectivement. Est-ce la même chose pour les Ibériques? Ils ont plus 1. Sauf que eux, il y en a une incluse dans leur province d'origine. Donc ils commencent avec 2 nourritures. Oui, c'est ça. En gros, toutes les tribus commencent avec toutes les ressources de leur province d'origine, que ce soit ressources... il y en a qui ont des ressources de luxe directement. Ben, les Ibériques d'ailleurs, ils ont le vin, et ils ont aussi de la nourriture. Donc eux, ils commencent avec vin et nourriture. Plus une nourriture
parce que c'est leur capacité spéciale. Donc ils commencent avec 2 nourritures et une ressource de luxe. Les Slaves, ils commencent avec, sur leur province d'origine, ils ont rien, les pauvres. Ils sont en plein dans les forêts, ils ont rien du tout. Du coup, leur bonus, c'est 2 nourritures. Sinon, ils seraient pénalisés pour la croissance au début. Voilà, donc effectivement, c'est ça. D'ailleurs, dans la règle, c'est précisé que les Ibériques ont un départ très très riche. Il y a beaucoup de nourriture en fait autour de leur province et beaucoup de ressources et ils ont des chevaux. Enfin, ils ont en fait ils ont un départ très riche et ça s'explique parce que comme ils sont placés en fait, ils sont quand même sur une péninsule et quand ils vont vouloir s'étendre, ils vont devoir soit passer par les Pyrénées et aller directement se confronter assez rapidement soit aux Gaulois, soit aux Romains qui peuvent être là. Mais vous voyez, ça fait un étranglement. Donc pour s'étendre, ils passent par les Pyrénées, donc ils vont avoir un petit malus d'expansion une fois qu'ils vont être là. Donc ils vont prendre tout ce qui est là et gagner des ressources. Parce que sinon, après, il faut qu'ils traversent la mer et donc d'abord il faut une flotte. Bon, ça va parce qu'eux, ils ont un bonus pour les flottes, pour la navigation. Mais après, ça crée une colonie pour traverser et passer en Afrique. Donc ils ont voilà, quelque chose de plus riche au départ, très concentré, parce que pour s'étendre, ils vont avoir un petit peu plus de difficultés. Bon, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais voilà, effectivement, tu as raison. La question 8, je ne vais pas pouvoir répondre parce que ça concerne les règles solo sans l'automa, et pour être honnête, je n'ai jamais lu les règles solo sans l'automa, qui étaient présentes dans la V1, donc on se bat contre des barbares. Je ne l'ai jamais lu, et pour la traduction, je ne l'ai pas lu du tout, donc je ne sais même pas ce qu'il y a dans la règle, parce que, en fait, pour être honnête, je pensais que cette version solo n'allait plus être présente dans la V2. Je pensais qu'il n'y aurait que l'automa, puisqu'il a retravaillé l'automa. Et en fait, finalement, il n'a pas beaucoup retravaillé l'automa, il a juste inclus la religion vite fait et une carte d'espionnage. Mais l'automa, la règle de l'automa, c'est la même que la V1 en fait. Enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup de différence. On en reparlera, mais voilà. Donc, je pensais qu'il allait faire un automa un peu différent et que ça allait remplacer le mode solo. Du coup, je l'ai jamais lu, donc je sais pas comment il fonctionne. Donc toi, tu me dis, il doit y avoir une erreur dans les cartes objectifs que l'on retire. Il faudrait aussi enlever la carte leader, étant donné que les clans barbares ne peuvent pas en avoir. De leader, j'imagine. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas du tout lu la règle. Je peux pas te dire. J'ai jamais joué, j'ai jamais lu, je sais pas. Je suis passé directement à l'automa parce que c'est plus intéressant en fait à jouer. Question 9. Dans une bataille, tout est une unité sauf le fer et le vin. Alors oui, on en a déjà parlé un petit peu. Les chevaux utilisés ou encore les jetons agitation comptent comme une unité aussi. Oui, effectivement, les chevaux c'est des cavaliers. On les compte comme unité. Donc au-delà de la première attaque qu'ils peuvent faire pour éliminer quelqu'un, ils restent comme une unité. Les jetons agitation aussi pour le compte de l'attaquant, hein, bien sûr, il ne faut pas oublier. Et du coup, ils comptent par conséquent dans le total pour la création de partisans dans le territoire. Oui, bien sûr. C'est un total de 5 et un total de 10, hein, je crois, pour mettre plus 1 ou plus 2 partisans de mémoire. Donc oui. Question 10. Rien dans le livre ne nous dit que l'on ne peut pas créer une ville avant l'attaque, même si ça me paraît inconcevable. Bon, la réponse est dans la question. Si on amène 3 vassaux dans un territoire occupé par un vassal ennemi, on pourrait construire une ville. C'est l'étape avant la guerre apparemment. Alors oui, c'est l'étape avant la guerre, mais pose-toi la question. T'as des troupes adverses, des armées qui viennent chez toi, qui passent les frontières, qui envahissent ton territoire et qui se mettent à construire une ville. Genre ils te colonisent en fait comme ça. Est-ce que tu te laisses faire ou pas? En fait, non. En fait, dès que tu rentres dans une province où il y a un adversaire, que ce soit un barbare, un adversaire et même un allié, parce que si tu t'arrêtes dans une province alliée, ça déclenche une bataille et ça met un terme à l'alliance. Il va y avoir une bataille à résoudre. Ça arrête le mouvement, etc. Effectivement, tu ne peux pas construire de ville juste avant de déclencher la bataille.
Et en même temps, est-ce que ça serait avantageux? Parce que pour construire une ville, il faut amener 3 vassaux. 3 vassaux, c'est 3 unités. Donc ça veut dire que c'est toi l'attaquant, puisque c'est toi qui as amené les vassaux chez l'adversaire. Tu crées une ville, tu n'as plus qu'une seule unité, au lieu de 3. Et ouais, je sais pas en fait. Non, non, on peut pas faire ça évidemment. Mais de toute façon, ça serait pas logique. Enfin, personne ferait ça en fait. Personne ferait ça, j'imagine. Parce que le bonus défensif, en plus pour la ville, c'est pour le défenseur, hein, donc c'est même pas pour toi en fait. Donc là, tu passerais de 3 unités à 1 unité. Ouais, je sais pas. Non, non, mais en fait, on peut pas, de toute façon. Donc dès qu'il y a une bataille qui se déclenche, évidemment, tu peux plus faire la création de ville. Mais c'est vrai que c'est pas précisé, tu as raison. C'est pas précisé. Ce qui est juste précisé, c'est que il faut que quand tu crées une ville, il faut que tu aies 3 vassaux et que tu n'aies pas déjà une ville. Voilà. Mais je poserai quand même la question à Arnaud, peut-être. Il dira, bah tiens, voilà, quelqu'un m'a posé cette question et voir ce qu'il en pense. Mais non, non, t'as raison, c'est inconcevable. Voilà, on a fait déjà les 10 questions. Non, tu m'as pas du tout agacé. C'est toujours intéressant de voir en fait, l'interprétation et les questions que se posent les joueurs. C'est vraiment... pour avoir vu une vidéo il n'y a pas longtemps de Jamie Stegmaier, qui est l'auteur de Scythe et de Tapestry, entre autres, qui sont 2 des meilleurs jeux qui existent. Allez voir sur sa chaîne YouTube. C'est un auteur qui est super intéressant parce qu'il se remet énormément en question et il sort de temps en temps des vidéos, et là il y en a une qui vient de sortir justement, où il nous parle de ses plus grands regrets de game design sur ses jeux. Et c'est super intéressant parce que il nous dit que voilà comment il a conçu le jeu, ce qu'il a mis en place, ce qui a passé les bêta-tests, parce que évidemment les jeux sont testés. Et là on parle en plus d'une maison d'édition qui a quand même un peu les moyens, hein. Quand on voit la production de Tapestry et de Scythe par exemple, de Expédition et de certains de ces autres jeux, enfin voilà, c'est pas là, on n'est plus dans l'amateurisme, il y a quand même une grosse équipe derrière, donc il y a du test. Et en fait, il nous dit, en fait, le vrai testing, c'est quand le jeu sort, et c'est quand finalement on a passé les testeurs, on a passé la phase de statistiques sur les plateformes comme BGA ou quoi. Les auteurs utilisent beaucoup ça pour faire des parties, pour faire beaucoup plus de parties et récolter de la statistique. Mais c'est quand le jeu sort et qu'il y a des joueurs qui vont faire des choses auxquelles personne n'a pensé, qui vont se poser des questions auxquelles personne n'a pensé, c'est là que le vrai test se fait en fait. Et c'est pour ça que il y a souvent des facs, des clarifications, et parfois, et c'est le cas chez Stonemaier Games, quand ils font des rééditions, ils corrigent un peu, ils rectifient un peu certaines choses, quand c'est possible de le faire. Voilà. Parfois c'est des couleurs, parfois c'est des textes, parfois c'est des ajustements, et ils essaient de le faire parce qu'ils ont vu qu'il y a des choses qui posaient problème. Donc c'est super intéressant, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos, elles sont vraiment intéressantes. Et donc voilà, et donc effectivement, quand d'autres joueurs se posent des questions, ça peut remettre en question une interprétation qu'on avait en disant ah oui, mais peut-être qu'en fait, peut-être que ça, pas forcément il a raison ou il a tort, on s'en fout de ça, mais peut-être que sa logique est intéressante, et peut-être que le jeu serait plus intéressant en le jouant comme ça. Voilà, moi je pense que vous commencez un petit peu à me connaître, je suis pas un extrémiste de la règle de jeu. J'essaie de suivre autant que possible, j'essaie de comprendre et de suivre la logique et ce que l'auteur a voulu pour son jeu. Mais pour autant, quand il y a une chose qui me dérange, ou quand il y a une chose qui me paraît pas logique, voilà, ça m'arrive de modifier certaines fois ou ajuster, adapter. C'est rare, mais ça m'arrive. Ensuite, tu m'avais posé une question sur l'action d'impôt, de taxe.
et tu me disais qu'on place les jetons d'agitation sur les villes et qu'on ne choisit pas. Oui, oui, bien sûr. Peut-être que j'ai pas précisé ça dans la vidéo précédente. Peut-être que j'ai dit une bêtise, je ne sais plus. Mais effectivement, oui. Quand on fait l'action impôt, en fait, je vais vous amener sur le plateau. Voilà. L'action impôt ici, elle est dépendante du nombre de villes que l'on a et du nombre de leaders que l'on envoie pour récolter la taxe. Si j'envoie un leader et que ici, par exemple, j'ai construit 2 villes sur mon plateau, ben en fait, on va considérer la case de la dernière ville construite. C'est-à-dire que l'action de taxe, elle va nous rapporter le nombre de villes multiplié, enfin, du coup, la valeur de cette ville-là multipliée par le nombre de leaders, donc 10 que multiplie 1. Donc là, je vais gagner 10 pièces. Et on regarde agitation plus 1 par ville, ce qui est résumé ici. J'ai construit 2 villes, donc on a 2 jetons d'agitation. Et effectivement, on les répartit dans chaque ville, évidemment. Puisque là, c'est un jeton par ville. Là, il y aurait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque ville prélevée, taxée, gagne un jeton d'agitation. Voilà. Peut-être que j'ai mal expliqué ou peut-être que j'ai dit une bêtise. Voilà. Donc oui, tu as bien raison, c'est bien ça. Ensuite, une autre question qui m'a été posée, mais qui a été répondue par commentaire, mais c'est par rapport au leader gris, en fait. Un joueur, désolé, je connais pas non plus ton prénom ni ton pseudo, j'ai pas noté. Je suis pas très sérieux, mais tu te reconnaîtras. Par rapport au leader gris, effectivement, c'est une nouvelle mécanique, ça. Par rapport à la V1. Les leaders gris, en fait, lors de la mise en place, on place autant de leaders gris que le nombre de joueurs x 2. Donc 2 leaders gris par joueur. Donc là, c'est une partie de 2 joueurs, donc il va y avoir 4 leaders gris. Voilà, puisque chaque joueur peut avoir un maximum de 2 leaders gris par partie. Donc ça, c'était pour éviter que quelqu'un rush les leaders et que quelqu'un n'en ait pas. Là, une fois qu'on a pris nos 2 leaders gris, on ne peut plus y aller. Et les autres, c'est pour les autres joueurs. Donc on les place lors de la mise en place, c'est noté, dans la première case, celle où il y a marqué Start Box, ici, là. Tac. Ensuite, effectivement, alors je vais vous approcher. Effectivement, il y a des flèches rouges. Et il y a aussi indiqué ici le 1.1. Donc à la phase 1.1, tous les leaders vont se déplacer d'une case en arrière. Ou en avant, plutôt, en suivant les flèches rouges. Mais là, au début, forcément, première manche, on va se retrouver ici. Donc, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que à chaque manche, le coût des leaders gris va baisser. Ici, pour recruter un leader gris, il fallait supprimer 5 vassaux et payer 5 pièces pour récupérer un leader gris et récupérer 3 jetons traités. Ici, c'est seulement 4 vassaux et 4 pièces pour récupérer un leader gris, mais seulement 2 jetons traités. Ça reste cher, hein. Et ici, la troisième case, c'est ce qui correspondait au coût de la V1. C'était 3 vassaux, 3 pièces, et on gagnait un jeton traité. Donc ce qui a été modifié, c'est que le prix maintenant est variable. Voilà, donc plus on attend, moins c'est cher, mais moins on a de jetons traités. Et plus les leaders sont hauts, plus ils sont chers, mais par contre on gagne plus de jetons traités. Donc ça, c'est à vous de voir quand vous allez les recruter. Donc à chaque manche, tous les leaders gris descendent d'une case en termes de coût. D'accord? Quand on recrute un leader gris, donc avec l'action diplomatie petit a, donc je vais vous la montrer ici, diplomatie petit a, donc là ça veut dire qu'on défausse des vassaux et des pièces en fonction de la case du leader gris que vous voulez recruter, et on gagne un leader gris. Voilà, ok? Donc, ce qui change, c'est que quand on recrute, admettons la première manche, je recrute un leader gris, par exemple. Première manche, moi tout de suite, admettons je joue les Slaves. Les Slaves, ils ont un avantage sur les leaders gris, ils sont moins chers pour eux. Donc je veux très vite, moi, avoir un leader gris. Donc première manche, je pourrais en acheter un. Je paye 4 pièces,
je perds 4 vassaux, c'est très cher, hein, parce que c'est 4 vassaux qu'on perd complètement. Mais je récupère mon leader gris et mes 2 jetons traités. Admettons. Leader gris, je rappelle, qui va être utilisable tout de suite. Enfin, tout de suite, à mon tour suivant. Mais dans la même manche. Une fois qu'on a fait ça, on doit mettre à jour le coût des leaders gris. Et comment on le fait? En fait, on regarde le nombre de joueurs. Là, je joue à 2. Donc, je vais pouvoir faire monter les leaders gris d'un total de 2 cases. Donc là, je pourrais soit prendre un leader gris et le faire monter de 2 cases, soit prendre 2 leaders gris et les faire monter de 1 case. Donc là, 2 joueurs, donc il y a 2 cases à monter, donc 1 et 2. Donc ça veut dire qu'après mon action, il y a 2 leaders gris qui ont augmenté de prix et un qui est resté au même prix. Voilà. Donc les autres joueurs, du coup, qui jouent après moi, ben, il y en a un qui peut encore profiter de ce coût, et par contre les autres, ils se trouvent avec un coût augmenté. Et donc c'est pas cool. Si on était 3 joueurs, ben, les 3 auraient augmenté encore de coût. Donc il y a une petite course en fait. Dans la V1, il y avait une grande course parce qu'on pouvait se faire shipper tous les leaders gris de mémoire. Enfin, c'était très important d'aller les chercher vite. Ici, on est limité en leader gris, 2 par joueur. Mais par contre, le prendre, en fait, on va être tiraillé entre attendre qu'il soit moins cher et en même temps ne pas être, et quand même être un des premiers à les prendre pour pas se faire avoir et réaugmenter le prix. Oui, c'est ça l'idée. Donc là, les joueurs peuvent acheter des trucs. Voilà. Admettons, personne n'achète. On finit la manche. Manche suivante, à la phase 1.1, on descend tous les leaders gris. Donc lui passe ici et eux deux passent ici. Voilà. Et donc si quelqu'un en achète encore un, admettons lui, si on achète un, il va acheter le moins cher évidemment, sauf s'il veut vraiment des jetons traités, mais voilà, il va prendre lui. Et ces deux-là vont encore augmenter d'un coup, parce que c'est 2 joueurs, donc 2 cases à augmenter. Voilà comment ça fonctionne. Mais c'était bien indiqué dans la règle en fait, hein. Je pense que tu l'as pas vu, mais c'était indiqué la mise en place et l'action diplomatique qui permet de les recruter. Donc voilà pour les questions qu'on m'a posées concernant le jeu. Concernant l'automa, j'y répondrai plus tard, je pense, dans une autre vidéo. Voilà, donc si vous avez encore des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Je peux faire encore une vidéo pour expliquer peut-être certaines choses. Et puis à la fin, on éditera un fichier propre, un PDF. C'est peut-être déjà fait sur BGG, j'ai pas vérifié. Si ce n'est pas fait, on le mettra sur BGG à disposition de tout le monde. Si c'est déjà fait, tant mieux. Voilà. Voilà, à bientôt. Allez, n'hésitez pas à commenter. Ciao.